Voyons maintenant les facteurs de réussite de l'entreprise. Le syllabus officiel prévoit 12 facteurs de réussite d'une entreprise. Et de nouveau, plutôt que de vous présenter une liste de 12 choses à retenir, je préfère vous proposer des groupes. Alors j'aurais pu faire un premier groupe entre les facteurs de réussite qui sont plutôt nécessaires avant le lancement et ceux qui sont plutôt nécessaires après le lancement, dans le suivi de l'activité. J'ai préféré couper encore un petit peu plus ce groupe de facteurs de réussite et de vous proposer des paires, donc de les regrouper par deux. Alors, les deux premiers facteurs de réussite prévus par le syllabus officiel et que vous devez donc retenir pour réussir l'examen du jury central, c'est d'abord d'aimer le projet. Ça, c'est en fait quelque chose qui vient de vous, qui est en vous. Vous devez aimer ce que vous allez faire, vous devez aimer ce dans quoi vous allez vous lancer. Alors le deuxième facteur de réussite que j'ai regroupé avec, c'est en fait quelque chose qui ne dépend aussi que de vous, c'est d'être solide. Parce que tout ne va pas se passer forcément comme vous l'avez prévu et espéré. Eh bien, vous devez quand même tenir bon. Vous devrez tenir bon et donc être solide. Donc les deux premiers facteurs de réussite à retenir, c'est aimer ce que vous faites, aimer le projet et être solide psychologiquement, physiquement. Voilà. Les deux facteurs de réussite suivants, c'est être bien entouré et bien s'entourer. Alors ça, je les ai mis ensemble parce qu'ils se ressemblent très très fort. On pourrait d'ailleurs se demander quelle est la différence entre les deux. Alors être bien entouré, en fait, ça concerne votre entourage actuel. Votre entourage avant de lancer votre projet, c'est-à-dire votre entourage personnel. Vos amis, votre famille, votre compagne ou votre compagnon doivent en fait vous encourager dans ce que vous faites. Vous avez peut-être autour de vous des amis qui vous déconseillent de vous lancer comme indépendant parce que la vie d'ouvrier est tellement confortable ou parce que la vie de chômeur est tellement confortable que pourquoi est-ce que vous iriez prendre des responsabilités et des risques à créer votre entreprise. Ça, c'est pas un entourage idéal pour un futur entrepreneur. La même chose avec le compagnon ou la compagne qui serait embêté de vous voir travailler le soir, qui serait embêté de vous voir travailler le week-end si c'est pas ce que vous faites déjà maintenant alors que vous êtes avec elle ou avec lui. Voilà, ça c'est pas l'idéal. Mais donc être bien entouré, c'est avoir le bon entourage personnel avant de se lancer. Bien s'entourer, là, ça va plutôt vers l'entourage professionnel. Donc c'est les gens que vous allez choisir pour vous entourer dans votre activité professionnelle, dans votre activité d'indépendant. On peut penser de nouveau aux gens que vous allez employer, de nouveau à vos associés ou à vos fournisseurs. Donc choisir un bon comptable, choisir un bon courtier en assurance, choisir un bon banquier, choisir de bons conseils aussi, choisir un bon avocat. Ça, c'est le bon entourage que vous allez pouvoir prendre dans votre activité professionnelle. C'est bien s'entourer. Alors je l'ai quand même repris dans mon groupe avant le lancement parce que cet entourage-là, en fait, vous devriez déjà le trouver au moment où vous rédigez votre business plan, au moment où vous préparez votre projet. Vous devriez déjà savoir qui est votre comptable quand vous allez chercher votre numéro d'entreprise au guichet d'entreprise, en fait. Donc voilà, être bien entouré et bien s'entourer. Ensuite, deux autres facteurs de réussite qu'on peut lier ensemble, toujours avant le lancement de votre projet, c'est d'élaborer un plan réaliste. Donc le syllabus nous dit qu'il faut élaborer un plan réaliste. Qu'est-ce qu'il entend par plan réaliste? Il entend le plan d'entreprise ou le business plan et le plan financier dont on va parler un petit peu plus tard dans dans cette formation. Mais donc en fait vous devez imaginer déjà votre projet avant, planifier votre projet avant et il faut que vous le planifiez de façon réaliste. Ce qui peut vous permettre de planifier votre projet de façon réaliste, c'est de bien connaître le secteur dans lequel vous allez vous lancer. Ce secteur, vous pouvez le connaître par expérience parce que vous avez suivi une formation, l'idéal étant quand même l'expérience. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par bien connaître le secteur? Eh bien, vous connaissez les clients, vous savez ce que les clients attendent, vous connaissez aussi les fournisseurs, vous savez comment ils fonctionnent, vous savez dans quel cas ils demandent un paiement en cash pour l'enlèvement de la commande et dans quel cas ils laissent un mois pour payer.
Vous savez trouver les bons fournisseurs aussi, ceux qui demandent moins ou moins d'argent ou qui proposent un service plus élevé. Voilà, donc ça c'est bien connaître le secteur qui va vous permettre en fait d'élaborer un plan réaliste. Donc de nouveau, deux facteurs qui peuvent être regroupés et retenus ensemble. Si vous en retrouvez un dans votre mémoire, vous aurez plus facile de trouver le deuxième. Alors, deux autres facteurs qu'on peut regrouper, c'est d'un côté maîtriser les coûts, CTS coûts, et les prix, PX prix. Donc, maîtriser les coûts auxquels vous achetez et les prix que vous demandez à vos clients pour les servir. Donc, leur vendre le produit qu'ils attendent ou leur vendre le service qu'ils attendent. À côté de ce prix que les clients sont prêts à payer, vous devez également maintenir la qualité. Maintenir la qualité, c'est-à-dire toujours fournir pour le même prix le même niveau de qualité pour toujours satisfaire votre client de la même manière. Il ne faudrait pas qu'un client content de vous vous renseigne à un de ses amis, le fameux bouche à oreille, et que vous serviez mal son ami, parce qu'à ce moment-là, ça risque de faire des dégâts dans votre réputation. Donc voilà, d'un côté, maîtriser les coûts et les prix, et maintenir la qualité. Voilà, si vous pensez à la maîtrise des coûts, vous pouvez aussi vous dire que si vous choisissez des matières premières moins chères pour faire des économies, vous risquez de diminuer la qualité de ce que vous proposez à vos clients aussi. Donc voilà, les deux vont vraiment de pair, maîtrise des coûts et des prix et maintien de la qualité ou maintenir la qualité. Deux autres facteurs qu'on peut également relier, c'est d'un côté de contrôler les investissements. Les investissements, on va en reparler plusieurs fois dans cette formation, c'est en fait tout ce que vous achetez pour l'utiliser plusieurs années. Le bon exemple d'investissement, c'est l'outillage, c'est le véhicule, la camionnette que vous allez utiliser dans vos activités. En fait, contrôler les investissements, c'est vérifier que vos outils sont toujours en état de fonctionner, de prévoir aussi quand il faudra les remplacer. Si vous le faites bien, en fait, si vous allez pouvoir évaluer et respecter les délais. Si vous ne contrôlez pas vos investissements et que votre machine est en panne, vous n'allez pas pouvoir commencer votre chantier ou commencer, par exemple, la mise en pli d'une cliente, si on est dans la coiffure, parce que votre sèche-cheveux ne fonctionne plus. Et donc, d'un côté, on a ce contrôle des investissements et d'un autre côté, on a l'évaluation et le respect des délais. Les délais sont aussi influencés par les machines que vous achetez. Si vous décidez, par exemple, dans des travaux de peinture, revêtement de murs et de sol, vous décidez d'investir dans un aspirateur et dans une ponceuse électrique, vous allez travailler beaucoup plus vite que si vous poncez tout à la main et que vous n'avez pas d'aspirateur professionnel pour ramasser les crasses. Voilà, donc de nouveau, vous pouvez très facilement lier le contrôle des investissements avec l'évaluation et le respect des délais. Et si vous en retrouvez un dans votre mémoire, vous retrouverez très facilement le deuxième. Alors, vous allez aussi devoir contrôler les stocks et la trésorerie. Alors, les stocks, on a l'habitude de dire que c'est de l'argent qui dort. Pourtant, il est très important que vous ayez un niveau de stock suffisant pour ne pas être en rupture de stock et devoir dire non à un client qui viendrait chercher un produit dans votre magasin ou qui vous demanderait une réparation rapide, par exemple. Donc vous devez contrôler les stocks, et comme les stocks c'est de l'argent qui dort, eh bien vous devez aussi contrôler la trésorerie. La trésorerie en fait c'est votre trésor, c'est l'argent que vous avez en banque et en caisse, cet argent qui vous permet de payer les fournisseurs à temps, de payer aussi la TVA, les cotisations sociales ou les impôts à temps. Ça c'est ce qu'on appelle le contrôle ou la gestion de la trésorerie en fait, c'est de prévoir que vous allez avoir des sorties à réaliser dans le futur. Donc voilà, d'un côté on a le contrôle de la trésorerie et de l'autre le contrôle des stocks. Ça c'est donc les 12 facteurs de réussite à retenir pour votre projet et pour votre examen du jury central. Tout autre facteur de réussite qu'on vous présenterait dans une question de l'examen du jury central ne serait pas un facteur de réussite important, sauf un. En fait, le syllabus nous présente
12 facteurs de réussite, mais il présente aussi l'innovation comme un 13e facteur. L'innovation, en fait, le syllabus nous en donne une définition assez compliquée. Il nous explique qu'innover consiste à créer des conditions et des circonstances permettant de dégager une nouvelle opportunité et de prévoir les moyens nécessaires à cette fin. Ça, c'est la définition compliquée du syllabus officiel. Vous ne devez pas la retenir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce que vous devez retenir, c'est 5 choses à propos de l'innovation. Et ça, je peux vous le dire parce que j'ai eu plusieurs fois des questions sur ces 5 choses dans les différents examens que j'ai présentés à Bruxelles et à Namur. Alors, les 5 choses à retenir au niveau de l'innovation, c'est en fait que l'innovation peut porter sur tous les niveaux de l'entreprise. On a tendance à croire qu'innover, c'est inventer un nouveau produit, inventer éventuellement un nouveau service. Eh bien, ça ne se limite pas à ça. L'innovation, elle peut porter sur tous les aspects de l'entreprise, en fait, à tous les niveaux de l'entreprise. Elle peut porter, par exemple, sur la façon dont vous recrutez du personnel. Elle peut porter sur les fournisseurs que vous trouvez. Si vous trouvez un fournisseur moins cher que vos concurrents, eh bien vous allez avoir un léger avantage concurrentiel et ça peut être considéré comme une innovation. L'innovation, elle peut aussi porter sur la façon dont vous communiquez vers les clients. Si vous décidez de faire de la publicité sur Facebook et que vos concurrents n'en font pas, eh bien on va pouvoir considérer ça comme une innovation aussi. Elle peut aussi, l'innovation, porter sur le type de client que vous choisissez. Tous vos concurrents s'adressent à monsieur et madame tout le monde, mais vous avez décidé de vous adresser à monsieur et madame particuliers. Des gens qui ont des attentes vraiment spéciales que vous pouvez satisfaire. Donc ça, vraiment, l'innovation peut porter sur tous les niveaux de l'entreprise. Peut porter aussi sur le recrutement du personnel. Si je prends un exemple qui revient souvent en formation, c'est les chauffeurs Uber. Uber n'a pas seulement innové avec une application. Uber propose un service, une espèce de service de transport de personnes individuel, comme un service de taxi. Par contre, Uber, avec son application, innove par rapport aux sociétés de taxi parce qu'elle n'a pas d'employés, ces chauffeurs de taxi sont indépendants et elle n'a pas de véhicule non plus, parce que les véhicules appartiennent aux chauffeurs. Donc voilà une innovation aussi de Uber qui ne porte pas seulement sur le service proposé, un service de personnes, de transport de personnes d'un endroit A à un endroit B, mais sur la façon dont on fait fonctionner l'entreprise, le recrutement du personnel, on a des chauffeurs indépendants, les investissements, on n'a plus besoin de supporter les amortissements des véhicules, c'est les chauffeurs qui les supportent. Voilà un exemple d'innovation aussi à d'autres niveaux de l'entreprise que simplement sur le service qu'on propose. Bien entendu, vous me direz, oui, mais Uber, c'est bien aussi parce que on est sûr en tant que chauffeur d'être payé, on a une évaluation du chauffeur aussi en tant que passager. Voilà, ça c'est des petits plus, mais la grosse force de Uber, c'est quand même de ne pas devoir payer des salaires tous les mois et de ne pas supporter le financement des véhicules, ni des plaques de taxi. Autre chose à retenir à propos de l'innovation, c'est que l'innovation n'est pas réservée aux grandes entreprises. En fait, il sera même plus simple pour une petite entreprise d'innover parce qu'elle est beaucoup plus flexible, la petite entreprise. Si vous travaillez tout seul, vous aurez beaucoup plus facile de changer vos méthodes de travail et d'innover dans vos méthodes de travail qu'une entreprise qui emploie 5000 ouvriers. Voilà. Donc ça, c'est important de retenir que vous aussi, avec votre petite entreprise, vous pouvez être très innovant. Troisième chose à retenir à propos de l'innovation, c'est qu'on parlera d'innovation à condition que ça ne se fasse pas déjà dans le secteur. Donc si vos concurrents font déjà ce que vous allez commencer à faire, on ne peut pas parler d'innovation. Par contre, si vos concurrents ne le font pas et que vous avez pris l'idée dans un autre secteur et que vous l'avez amené dans votre secteur, eh bien ce sera une innovation par rapport à vos concurrents. Quatrième chose à retenir à propos de l'innovation, c'est que c'est un facteur important de succès. Ça, c'est ce que nous dit le syllabus. C'est le 13e facteur de succès, c'est un facteur important. Donc ça contribue, quand on dit c'est un facteur de succès, je ne vais pas expliquer, mais ça contribue à la réussite de votre projet.
Cinquième chose, c'est que l'innovation ne peut pas être l'objectif principal de votre activité. On a vu que l'innovation, ça pouvait être votre motivation, mais attention, le fait d'innover ne vous garantit pas de trouver un marché, de trouver des clients pour acheter votre innovation. Voilà, donc ça ne peut pas être l'objectif principal de votre entreprise. Ceci nous amène à une autre question que vous pourriez avoir à l'examen du jury central, c'est quels sont les objectifs principaux d'une entreprise. Pour le syllabus officiel, les objectifs principaux d'une entreprise, il y en a deux, et ça doit être en fait le développement ou la croissance de l'entreprise, c'est-à-dire le développement ou la croissance de son chiffre d'affaires. L'entreprise doit vendre de plus en plus. Voilà, ça c'est le développement et croissance. Et en même temps, le deuxième objectif principal d'une entreprise, ça doit être sa pérennité. C'est un mot un petit peu plus compliqué pour parler de durabilité ou de résistance dans le temps. Donc en fait, l'entreprise doit durer. C'est ça les deux objectifs, c'est que d'un côté, on doit développer l'activité, le chiffre d'affaires, éventuellement le nombre d'employés, etc. Et la deuxième, c'est quand même de sécuriser l'activité pour que l'entreprise dure longtemps.